Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Donc effectivement, on m'a demandé de donner une certaine grille de lecture en fait de ce forum Addiction et Société. Et donc ce que je voulais faire, c'est tenter de donner corps à ce changement de paradigme, au-delà de ce que Martin et Philippe ont déjà présenté, tout en donnant effectivement des grilles de lecture sur toutes les conférences, non, sur une grande partie des conférences qu'il va y avoir durant ces 2 jours. Donc je m'appelle Sébastien Alexandre, je suis directeur de la FEITO Bruxelles, donc la Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes, fédération qui rassemble une grande partie des services spécialisés bruxellois, donc actifs autour des drogues et des addictions avec ou sans substance. Une FEITO Bruxelles, donc l'équivalent en France de la Fédération Addiction, l'équivalent en Wallonie forcément de la FEITO Wallonne et du VAD en Flandre. Une fédération qui s'est créée il y a 30 ans autour, à l'époque, avant tout du traitement psychosocial, du traitement médical aussi, puisqu'on commençait à travailler avec la méthadone, et puis aussi de services de prévention et d'information. Et forcément, ces 2 pans, ces 2 piliers se sont consolidés depuis ces 30 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un 3e pilier qui est arrivé, et sans doute était-ce déjà un changement de paradigme, comme l'a déjà dit Martin, c'est la réduction des risques. Ça changeait fondamentalement la donne, parce que ça changeait la relation que les professionnels pouvaient avoir avec la personne usagère de drogue. Ça prenait la personne usagère de drogue là où elle en était, sans jugement moraliste, et en l'aidant à prendre soin d'elle-même, en lui donnant des seringues et de manière générale du matériel stérile pour sa consommation de drogue. C'était aussi l'occasion de prendre contact, de lier contact avec cette personne qui était déjà désaffiliée, largement désaffiliée. Donc c'est déjà un changement de paradigme qui est apparu, et d'ailleurs Anne Coppel, qui est une des fers de lance, une des figures de la réduction des risques en France, sera là pour nous en parler demain matin, tout comme on pourra parler pendant tout ce forum de tout ce qui est traitement, tout ce qui est prévention, tout ce qui est intervention notamment à l'école. Donc les différents pans de notre secteur seront bien représentés. Donc là, je vous laisserai voir forcément le programme. Je voulais simplement vous éclairer forcément que sur ces thématiques, elles seront bien présentes. Maintenant, donc, si un changement de paradigme a déjà bien eu lieu, il y a déjà une petite vingtaine d'années, 15-20 ans, il y a encore un autre changement de paradigme à mener, et Martin et Philippe l'ont déjà dit, pour plusieurs raisons. Effectivement, parce qu'il y a de nouveaux comportements qui sont en tout cas questionnants. Est-ce que ce sont de nouvelles addictions ou pas? C'est à voir, et justement, il y aura pas mal de moments durant ce forum pour parler de ces nouvelles formes d'addiction, si effectivement ce sont des addictions. Il y a aussi de nouvelles réponses scientifiques qui sont amenées par rapport à ces addictions. Philippe en a parlé longuement, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais à nouveau, il y aura l'une ou l'autre séance que vous pourrez voir dans le programme et qui permettront d'approfondir cette question-là. Mais cette deuxième raison, ce deuxième phénomène amène aussi à un nécessaire changement de paradigme, d'après moi. Une 3e raison, c'est les nouvelles substances psychoactives. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on va pouvoir en parler justement ici même, juste après cette séance-ci. Les nouvelles substances psychoactives qui arrivent en masse en Europe et même dans tout l'Occident. Des produits qu'on ne connaît pas, des produits que le consommateur lui-même ne connaît pas, donc des produits fondamentalement dangereux, parmi lesquels on compte notamment le fentanyl, les fentanyls plutôt, les fentanyls qui expliquent une grande partie des overdoses mortelles qu'on voit aux États-Unis et au Canada. On meurt plus en Amérique du Nord d'overdoses mortelles que d'accidents de la route à présent. Je pense que c'est en 2015 qu'on avait compté 80 000 morts d'overdoses. Et avec des collègues français et suisses, on partage l'idée que on ne voit pas pourquoi ça ne débarquerait pas ici en Belgique, ici en Europe. Et d'ailleurs, on voit déjà des fentanyls dans les rues de Bruxelles. Donc, 3e raison, sans doute, pour un nécessaire changement de paradigme. 4e raison, c'est simplement l'échec des politiques. Alors, l'échec des politiques à l'égard des drogues légales, on le voit, donc la Belgique est le 3e pays de l'Union européenne concernant l'absorption d'alcool. On peut dire vraiment que la politique alcool
est une faillite en Belgique et en Europe de manière plus générale, c'est le cas aussi en France. On a un plan alcool complètement minimaliste qui est sorti l'année dernière. La ministre de la Santé publique l'a élaboré sans grande concertation avec les entités fédérées. Or, la Belgique est un État fédéral, ce qui implique d'avoir une forte concertation entre le gouvernement fédéral en Belgique et puis les régions, donc notamment la région bruxelloise, la région flamande et la région wallonne. Pour le moment, par rapport à ce phénomène, par rapport à cette réalité de la consommation d'alcool en Belgique, on a un plan alcool qui ne mérite pas ce nom de plan alcool. Au niveau des drogues illégales, forcément, c'est pas beaucoup mieux, et les orateurs précédents l'ont déjà noté. On est effectivement dans un paradigme de prohibition qui ne marche pas. On a des prévalences de consommation qui sont toujours assez hautes. Concernant le cannabis, c'est 1/3 des personnes de ma génération qui ont déjà utilisé du cannabis au moins une fois dans leur vie. On avait pensé à l'époque qu'en interdisant des produits, on allait augmenter leur rareté et donc le prix. Ce qu'il y a, c'est qu'en augmentant le prix, on a augmenté l'intérêt des trafiquants et des producteurs. Et donc, in fine, l'offre a été d'autant plus grande. Et donc, pour finir, la prohibition a impliqué plus d'offres de drogue. Je crois que c'est Martin qui a déjà fait qui a déjà noté cette augmentation de la production de drogue. Donc, au niveau de l'offre, et particulièrement ici en Belgique, on a une offre de drogue illégale qui est très forte. Donc ça ne marche pas au niveau des consommations. Par contre, ça marche très bien pour une chose, c'est pour l'exclusion des usagers de drogue. Les usagers de drogue qui n'ont forcément pas besoin de ça, qui ont plutôt besoin de santé publique, sont criminalisés. Ils connaissent des trajectoires judiciaires, voire des trajectoires carcérales, ce qui n'est forcément pas ce qui leur est nécessaire. Et puis, dernière chose, c'est que forcément, cette politique concernant les drogues légales et illégales, coûte cher à nous tous, chacun d'entre nous, donc citoyens belges qui payons nos impôts ici en Belgique, on paye 416 € par an pour une politique qui en gros ne fonctionne pas. C'est une autre raison, je pense, pour un nécessaire changement de paradigme. Plus globalement, on entre quand même dans une société qui est celle du transhumanisme et de l'homme augmenté. Là aussi, on va pouvoir en parler, tout comme forcément on va pouvoir parler de l'alcool et des drogues illégales et des politiques liées aux drogues illégales dans le cadre de cette conférence. J'ai oublié de dire d'ailleurs que concernant les drogues illégales, j'y reviens en vitesse, on a quand même des hôtes de marque ici, donc Madame Ruth Dreyfus, qui est l'ancienne présidente de la Confédération helvétique et qui fait partie de la Global Commission on Drug Policy, qui est ici des nôtres et qui va prendre la parole dans une séance juste après celle-ci. Je pense que sa présence rehausse effectivement la qualité de ces débats. On a aussi Alexis Gosdale, donc directeur de l'IMCDD, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, et on a d'autres orateurs de marque, notamment IDPC, donc Marie Nougier d'IDPC, de l'International Drug Policy Consortium. Toutes ces personnes, vous pourrez débattre avec elles de ces politiques qui font faillite concernant les drogues légales et concernant les drogues illégales. Donc je le disais, on est effectivement dans un nouveau paradigme sociétal, celui de l'homme augmenté. Alors l'homme augmenté, a priori, c'est super, et effectivement, c'est super. La personne handicapée, par exemple, peut utiliser, grâce à cette augmentation, peut réutiliser un membre qu'il aurait perdu. Donc, par exemple, une personne qui aurait perdu un bras peut retrouver un bras technologique, oui, mais peut retrouver un membre et donc répondre à un handicap. C'est un peu dans la même idée que les personnes qui ont, par exemple, un pacemaker cérébral pour leur dépression. Donc maintenant, on peut effectivement utiliser un pacemaker cérébral qui envoie des petits courants électriques dans le cerveau pour dépasser une dépression. Ça existe déjà depuis longtemps et c'est déjà aussi forcément une augmentation de l'homme. Et forcément, nous, on n'est pas éloigné de ça. Parce que l'augmentation technologique de l'homme est tout à fait proche de l'augmentation chimique de l'homme. Je ne vois pas exactement quelle est la différence entre un pacemaker pour le cerveau, donc un pacemaker cérébral, et la prise de substances qui permettent à la personne d'être soit plus éveillée, soit plus à l'aise, soit plus relaxe, de s'endormir plus facilement. Donc, cet homme augmenté qui apparaît dans notre société, on le connaît déjà.
et on a quelque chose à dire sur cette personne. On a donc quelque chose à dire sur ce changement de paradigme qui est en cours de... ce nouveau paradigme sociétal qui est en cours d'apparition dans notre monde occidental, du moins, voire au niveau du globe. Les dérives du culte de la performance, on connaît. Les dérives du culte de la performance sociétale, on connaît. On connaît ça avec les usagers de drogue avec lesquels on travaille au jour le jour. Donc le changement de paradigme, il est nécessaire, il est là de toute façon, qu'on le veuille ou non, et qu'on le juge positif ou non, comme l'a dit Luc auparavant, on ne peut pas avoir un jugement moral par rapport à un changement de paradigme. Il faut juste éventuellement l'accepter et tenter d'en faire le meilleur usage qui soit. Moi, je dirais que en Belgique, en tout cas, le changement de paradigme, si on veut lui donner corps, il faut qu'il soit politique. C'est-à-dire qu'il faut déjà que les salles de consommation à moindre risque soient légales en Belgique. Alors, il y en a une maintenant, depuis peu, à Liège, depuis 1 mois. Il y a une salle de consommation à moindre risque. Tout comme il y en a depuis 30 ans aux Pays-Bas, tout comme il y en a déjà en Allemagne, il y en a 2 au Luxembourg et il y en a 3 en France et d'autres vont ouvrir à Paris. Nous, en Belgique, on n'a pas encore de salle de consommation de drogue légale. On n'a pas encore de salle légale de consommation de drogue. La seule salle de consommation de drogue qu'on a, donc qui a ouvert à Liège et une autre devrait ouvrir à Bruxelles bientôt, est prohibé parce que dans la loi, il est mis que seront punis ceux qui auront facilité à autrui l'usage de substances, donc de drogue, soit en procurant cet effet en local, soit par tout autre moyen, ou alors en ayant incité à cet usage. Alors une salle de consommation à moindre risque, ben oui, ça, c'est procurer un local pour faciliter l'usage de drogue. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est illégal au sens de la loi, encore maintenant en Belgique. Une autre concrétisation de ce changement de paradigme, d'après moi, c'est l'usage de la diacétylmorphine qui est déjà utilisé notamment en Suisse. En Belgique, on a eu un projet pilote pendant 2 ans avec une évaluation scientifique qui a démontré qu'effectivement c'était intéressant de donner de la diacétylmorphine pour des personnes qui n'ont pas accroché à un traitement à la méthadone ou à la buprenorphine. Donc la méthadone et la buprenorphine sont 2 traitements de substitution qui existent déjà et qu'on utilise beaucoup, surtout la méthadone en Belgique. Mais on sait qu'ils ne répondent pas à tous les besoins. Et on sait qu'il faut donc utiliser la diacétylmorphine. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas la diacétylmorphine, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'héroïne. C'est de l'héroïne, mais pharmaceutique. La seule différence entre l'héroïne pharmaceutique, donc la diacétylmorphine, et l'héroïne de rue, c'est le produit de coupe. C'est permettre en fait à la personne de ne pas de ne pas consommer des produits qu'il ne connaît pas et qui sont coupés avec du n'importe quoi. C'est permettre à la personne de prendre un médicament, c'est permettre à la personne de remplacer la drogue de rue par un médicament qui lui permet, au-delà de ça, de renforcer sa santé physique et mentale et, de manière générale, sa situation sociale. C'est en tout cas ce qu'a prouvé le projet pilote consacré à la diacétylmorphine en Belgique. Ce projet pilote, tout comme les salles de consommation à moindre risque, on aura l'occasion d'en parler. Il y a une session typiquement dédiée à ça demain après-midi. Ce qu'il y a, c'est que concernant la diacétylmorphine et concernant les traitements de substitution en général, c'est le ministre de la Santé publique qui inscrit sur une liste les traitements qui sont légaux en Belgique. Il y a la méthadone, il y a la buprenorphine, il n'y a pas encore la diacétylmorphine, et ce serait, d'après moi, un autre changement de paradigme si effectivement on pouvait enfin utiliser la diacétylmorphine pour nos missions de santé publique. Et puis la troisième et dernière illustration d'un changement de paradigme, elle est plus globale. Elle a à voir avec la régulation. Parce que, et je suis ce qu'ont dit Martin et Philippe notamment, c'est que, en fait, sur ce graphe, on voit que les dégâts sociaux et de santé sont maximaux à gauche et à droite. À gauche, on a le réseau criminel non régulé. C'est la situation actuelle pour toutes les drogues illégales. L'État n'a aucun contrôle sur ce marché. Il n'y a que les dealers qui ont le contrôle sur ce marché. Et on voit que les dégâts sociaux et de santé sont maximaux à gauche de la courbe.
Les dégâts sociaux et de santé sont aussi maximaux, tout à fait à droite, dans un marché légal mais non régulé, c'est-à-dire dans un marché commercial. C'est-à-dire un marché où effectivement il n'y aurait pas de règles et où toute substance psychoactive et potentiellement addictogène ne serait pas du tout contrôlée, sauf par les marchands, les entreprises, etc. Et on sait que c'est un peu le cas de l'alcool et du tabac. On sait que pour l'alcool et le tabac, on doit revenir vers le centre de la courbe. On sait que pour le cannabis et les drogues illégales, on doit revenir vers le centre de la courbe. On sait que c'est au milieu de la courbe qu'on minimise les dégâts sociaux et de santé liés aux drogues légales et illégales. On sait que c'est là que l'État reprend le contrôle sur les drogues. Comme l'a dit, en fait, là je cite quasi un rapport de la Global Commission on Drug Policy, c'est reprendre le contrôle sur les drogues légales et illégales qu'il est nécessaire de faire pour minimiser les dégâts sociaux et de santé liés à ces consommations. Mais en Belgique, on est encore dans un paradigme qui est plutôt celui de l'emprisonnement et de l'amende pour le consommateur de drogue illégale, au-delà du dealer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste un article de la loi de 1921. Car oui, mesdames et messieurs, les 3 articles que je vous ai cités proviennent de la loi du 24 février 1921, dont on va fêter donc les 98 printemps dans 4 ou 5 mois. Une loi qui a été écrite au sortir de la Première Guerre mondiale est encore une loi, la loi qui édicte les règles fondamentales par rapport aux consommations de drogue légales et illégales par rapport aux consommations de drogue illégales en Belgique. On a clairement l'impression que cette loi, forcément, ne répond plus du tout aux besoins. Elle ne répond pas à l'arrivée des nouvelles substances psychoactives. Elle ne répond pas à l'exclusion sociale des usagers de drogue. Elle ne répond plus aux besoins actuels. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé une campagne qui s'appelle Stop 1921. Et c'est logique, quand vous lisez le slogan « La loi drogue a 100 ans, il est temps de la changer », je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui pourrait nier le fait qu'une loi drogue qui a 100 ans, qui est encore d'application, ne peut plus être utile, ne peut plus être efficace. Si vous voulez rejoindre cette campagne, vous pouvez aller sur le site internet stop1921.be et puis il y a des badges et des flyers au stand de la Feito Bruxelles. C'est une campagne qui n'est pas uniquement celle de la Feito Bruxelles, c'est vraiment tout un réseau, avec notamment des néerlandophones aussi, qui sont membres de cette campagne Stop 1921, puisque le débat est national. Il est temps d'avoir un débat de société là-dessus. Et là, ce sera un changement de paradigme fondamental. Vous savez, moi, je ne suis pas forcément le plus à l'aise dans les manifestations, dans la militance, à porter des pancartes, etc. Mais j'adhère complètement au message de la fin de la guerre à la drogue. Il est effectivement temps de mettre fin à cette guerre à la drogue. Parce qu'on est des acteurs de la santé publique, parce qu'on est des acteurs concernés par l'exclusion sociale, parce qu'on est des acteurs qui pouvons être concernés par ces usages de drogue, comme l'a dit Philippe, nous directement ou nos proches, parce qu'on est des acteurs qui avons, je pense, une certaine conscience sociale et de santé. Je pense qu'on peut dire que nous sommes tous concernés par un changement de paradigme qui sera avant tout celui de la réglementation des drogues. C'est un défi de ce siècle et je crois que nous le mènerons à bien. Merci.